Bon atelier. Je sais pas si je vais prendre un micro. Vous m'entendez bien si je parle comme ça ou... Ouais, ça suffit. Comme ça, je serai plus à l'aise. Alors, hop. Donc ça, c'est le programme. Je ne sais pas si vous le voyez tous bien. Donc moi, j'ai une demi-heure pour vous parler un peu de SEO, de Global Search et de Meta Search. Ensuite, il y aura Arthur, effectivement, et Jimmy qui interviendront, puis Léa pour la partie content. Donc, du SEO au Global Search, moi, je suis Jean-François Vervac. Ça fait 18 ans que je fais du search marketing. Ça fait maintenant 15-16 ans que je suis à Cybercité. Et je suis spécialisé en SEO, en stratégie, en technique, en content, et je fais partie de la team IA aussi à Cybercité. Et je travaille principalement sur des grands comptes et des commerces, et j'ai la responsabilité de mettre à jour l'expertise de tous mes collaborateurs qui sont du pôle SEO. Donc ça veut dire à peu près une quarantaine de personnes. Et aujourd'hui, on va parler effectivement un peu de SEO. Et depuis que j'ai commencé, moi, à faire du référencement naturel, régulièrement, j'ai souvent entendu que le SEO allait disparaître, notamment avec l'arrivée des smartphones et des applications mobiles, avec les différentes mises à jour qu'on a pu avoir sur Google, sur le netlinking, sur le contenu, et puis aussi avec l'avènement, on va dire, des réseaux sociaux, les changements d'usage. Et puis aujourd'hui, cette sempiternelle, on va dire, ritournelle revient encore également avec l'arrivée de l'IA et des nouveaux moteurs de recherche, boostés à l'IA. Alors, je vais prendre un exemple, il y en a plusieurs, hein. Il y a Perplexity que vous connaissez peut-être, il y a SearchGPT, hein, le moteur de recherche assez récent de ChatGPT, on peut aussi avoir Anthropic de Claude, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement quand on fait une requête, les résultats qui vont être présentés vont être différents de ceux de Google. Là où on pouvait avoir effectivement des liens qui permettaient d'accéder directement à des sites, aujourd'hui on a une réponse qui va être construite par le LLM, et qui va aller s'inspirer de différentes sources qui sont reconnues comme faisant autorité, on va dire, sur leur domaine d'activité. Donc là, j'ai pris un exemple de rendu et lissage, donc une requête assez générique sur un produit. Donc je suis en mode un petit peu informationnel, et assez rapidement, si vous voyez bien, on va me proposer de passer en mode conversationnel en posant des questions. Donc le LLM me demande s'il a besoin de renseignements supplémentaires, et dès que je vais aller un petit peu plus loin, finalement, je me retrouve avec des citations de marques, Castorama, Leroy Merlin, qui finalement sont des GMB assez connus, qui sont aussi également présentes, on va dire, dans les moteurs de recherche classiques. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de lien qui me permette d'accéder, on va dire, à un site ou directement, on va dire, à un magasin qui me permettrait de le vendre. Donc si je suis la marque Toutpré et Bostik, donc spécialisée, on va dire, dans l'huile de lissage préparée, finalement, je retombe un petit peu sur mes pattes parce que je vais être cité au bout de la troisième intervention, c'est-à-dire la troisième conversation que je vais avoir. Et si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, je leur demande, on va dire, au moteur où est-ce que je peux acheter. Là, effectivement, il va aller me proposer des liens pour accéder, on va dire, à l'offre commerciale. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, à la différence d'un moteur de recherche traditionnel, l'objectif, que l'on soit un client, que l'on soit une marque, que l'on soit un produit, c'est d'être cité. C'est d'avoir une citation de marque au sein du LLM. Et pour le faire, il faut effectivement que le LLM ait pris connaissance, on va dire, de vos informations, qu'il ait pris connaissance de votre autorité. Et bien souvent, on se rend compte que ceux qui sont bien visibles sur Google ou sur Bing, finalement, sont plutôt régulièrement cités comme source au sein des LLM. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà remarquées ? Je pense que oui, si vous avez déjà utilisé SearchGPT, vous avez bien dû voir la différence. Autre point intéressant aussi, donc il y a un changement d'usage qui commence à arriver. Donc vraiment, quand je le dis, ça concerne beaucoup les requêtes conversationnelles. On peut avoir aussi, là je vais prendre l'exemple de Perplexity, où je vais analyser un petit peu les sources qui vont être présentées. Perplexity, lui, met à l'honneur, on va dire, les sources sur lesquelles il va aller construire sa réponse. Ici, on ne va pas avoir tout de suite directement des marques, mais mon objectif à moi, si je vends effectivement des smartphones, ça va être d'être présent dans les sources, pour que celles-ci puissent, on va dire, être réutilisées. Et si je vends des téléphones Samsung Galaxy, que je puisse être présent dans Fan Android, Capital ou autre. Du coup, nous, à Cybertisé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va analyser les différentes sources et la récurrence, on va dire, de réapparition de ces sources. Quand est-ce qu'elles sont utilisées ? On prend une liste de mots-clés et on analyse, en fait, le top 10, le top 15 des sources. Et ça nous permet, en fait, derrière, d'identifier quels sont les top acteurs qui sont régulièrement cités par les LLM. Et donc, de ce fait, d'essayer d'apparaître chez ces top acteurs par l'intermédiaire de contenu ou autre, de présentation de produits, pour que derrière, le LLM, en fait, puisse effectivement nous représenter.
Donc là, on est un petit peu sur une visibilité indirecte. L'idée, c'est d'aller chercher à conquérir de la visibilité qui est déjà obtenue par des sources qui sont déjà citées. Vous voyez le principe? Donc là, c'est un autre principe en fait. C'est une deuxième façon en fait d'essayer d'apparaître dans les moteurs de recherche. Bien sûr, donc on identifie les sources, on audite aussi les citations de marque directement dans les LLM. On analyse aussi la perception de marque. C'est intéressant de savoir si on parle en bien ou en mal de vos produits ou de votre site. Et en fait, on peut aussi mesurer l'audience que nous apportent, on va dire, les LLM. Donc ici, Perplexity, en ayant un tag dans les sites référents de votre outil analytique préféré. Le troisième cas de figure, celui qui va arriver prochainement chez vous, vous en avez déjà peut-être entendu parler il y a 1 an ou 2, on a parlé de la SGE, la Search Generative Experience, donc c'est l'intégration directe, on va dire, de l'intelligence artificielle directement, on va dire, dans les résultats du moteur de recherche. Depuis 1 an et demi, ça en teste aux États-Unis, puis ça a été diffusé dans une centaine de pays. Aujourd'hui, on a eu, on va dire, une protection, on va dire, au niveau européen pour éviter, on va dire, cette nouvelle technologie qui n'était pas totalement maîtrisée. Mais il s'avère que depuis 2 semaines, l'overview de Google a été diffusé en Allemagne, en Italie et en Suisse et apparemment commencera à arriver en Espagne. Toujours pas sur la langue française, parce qu'il y a certainement peut-être des complexités, mais ça veut dire que dans quelques temps, très peu, ça risque d'arriver en France. Ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est que Google va construire une réponse en fonction, on va dire, des sources qui lui semblent les plus probantes, qui font autorité, on va dire, sur le résultat. On est beaucoup plus sur des requêtes dites complexes, donc des requêtes informationnelles et aussi celles qui peuvent poser des questions, par exemple un comparatif entre tel ou tel produit. Et donc l'idée ici, c'est effectivement d'essayer d'apparaître dans ces résultats, sachant que l'idée de Google aussi, c'est de répondre le plus précisément à l'intention principale, donc de détecter en amont quelle est l'intention que vous faites derrière une requête pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui, l'impact que ça peut avoir sur les SERP-US est très fort. C'est-à-dire qu'on a une déperdition de clics, on va dire d'audience sur les sites, notamment ceux qui étaient en première position. Ça, il faut le garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une perte vraiment sur le CTR. On constate sur les CTR, que ce soit sur de l'ADS ou sur des CTR de requêtes naturelles, une vraie déperdition. Il faut savoir aussi que les sources qui vont être citées via cette réponse de l'overview proviennent en règle générale des 12 premiers résultats du SEO. Donc là aussi, sur cette version, on va dire, de l'IA intégrée directement dans la SERP de Google, il faut bien comprendre que quand vous êtes bien classé en SEO, donc quand vous respectez les basiques du SEO, que ce soit le EAT, la technique, la sémantique, le contenu, le netlinking, vous avez fortement plus de chances d'apparaître, on va dire, être cité comme source. Et tout l'objectif aujourd'hui en SEO, ça va être de ça, ça va être de travailler, on va dire, sa marque, son branding, la force de ses produits pour être reconnu comme une source au sein des LLM et de l'IA. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est clair? Donc là, on a vu 3 méthodes. Apparaître directement comme source, apparaître dans une source indirectement parce qu'on va faire, on va être apparaître dans des contenus, ou bien essayer d'apparaître directement dans la SERP de Google. Chez Bing, c'est un peu le même principe, sachant que, alors, on parlera de Bing peut-être après, mais sur le shopping aussi, c'est l'évolution qu'il y a eu aux États-Unis qui est arrivée en France. Vous l'avez peut-être constaté, c'est qu'effectivement, on est sur des SERP qui sont de plus en plus commerciales, notamment sur les requêtes transactionnelles, avec une multitude de produits qui sont mis en avant, ce qu'on appelle les produits populaires, le Google Shopping gratuit, mais aussi avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus visuelles. La différence avec les États-Unis, c'est que chez eux, ils ont intégré directement des filtres dans les résultats qui permettent, comme sur un site classique, e-commerce, de trier les produits. Donc ça veut dire que la page de résultats de Google devient quasiment une landing page, une page rubrique, une page catégorie, comme sur un site e-commerce, où vous pouvez faire aussi vos choix en fonction des couleurs, des tailles et autres. Donc là, c'est vraiment une mise en avant plus forte des produits, parce que c'est les produits qui sont triés finalement, et aussi, on va dire, des contenus et des marques. La problématique qu'on peut avoir pour Google, c'est de rapidement comprendre votre intention. Donc là aussi, il va essayer de faire de la désambiguïsation, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière votre requête, en vous proposant forcément, on va dire ce que moi j'appelle des hameçons, c'est-à-dire des petites zones cliquables qui vont vous permettre de préciser votre demande, que ce soit des propositions de filtres, de catégories, ça peut être aussi des propositions de discussion, de forums, et des people also ask ou des people also buy. L'idée derrière, c'est de vraiment réduire, on va dire, le parcours de la présentation jusqu'à la conversion. Donc ça aussi, c'est une adaptation de Google, des SERP de Google, qui est déjà en place quasiment en France. Là, il faut comprendre que derrière, ils cherchent à contrecarrer Amazon sur toute la partie transactionnelle, shopping. C'est vraiment, on va dire, une mise à jour de sa SERP pour pouvoir rivaliser.
Tout à l'heure, je vous parlais, alors pour pouvoir apparaître, on va dire, dans ces flux, dans les produits populaires, dans les produits présentés, comme vous voyez ici, effectivement, c'est des flux optimisés, en même titre qu'on travaille les campagnes shopping payantes. C'est des données structurées que vous allez avoir aussi sur votre site, qui vont faire écho un peu aussi aux informations que vous allez mettre dans vos flux. Et puis, bien sûr, c'est des photos, des vidéos, des formats un petit peu multimodal que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site, qui vont vous permettre aussi d'apparaître visuellement dedans. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement que vous allez être mis en concurrence directe avec les personnes qui vendent les mêmes produits que vous. Et donc, la différence va se faire sur les avis, sur la compétitivité et sur le prix. Et sur on va dire, la réassurance que vous pouvez avoir sur les livraisons, les retours de produits et autres. C'est là aussi où la marque va être importante pour vous différencier, on va dire, des autres concurrents. La puissance de la marque. Comme je disais tout à l'heure, sur Bing, ce qui est important de retenir, donc le concurrent de Google, un petit peu, pour lui, l'IA, via Copilot et via aussi OpenAI, ChatGPT est central. Donc, il en met partout. Partout. Et si vous regardez en fait une SERP du côté de Bing, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs propositions où on a beaucoup de contenu qui va être auto-généré, entre guillemets, par l'IA et par ses fonctionnalités. Donc, vraiment des formats variés, de la mise en avant de produits, avec surtout beaucoup d'avis. Beaucoup d'avis qui sont mis en avant pour vous inciter, on va dire, pour vous orienter, pour vous aiguiller sur votre acte d'achat. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a un peu, moi, pour mon parti pris à moi personnel, on n'est pas encore, on va dire, on est peut-être à l'aube d'un changement dans les comportements, dans les technologies, mais ce qu'on se rend compte, là, il y a une étude qui a été faite par Sparktoro, qu'on a repris. Aujourd'hui, les recherches, elles sont 373 fois plus importantes sur Google que sur ChatGPT. Ça veut dire que pour l'instant, Google, 90%, on va dire, des recherches faites par un moteur de recherche, l'utilisation d'un moteur de recherche sont faites sur Google. Donc il y a encore une large hégémonie de Google sur le search. Mais cependant, une fois qu'on a dit ça, il y a deux choses à retenir. C'est qu'on constate quand on analyse les trends de recherche de Google que souvent Google est une passerelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Google pour aller sur Amazon, pour aller sur TikTok, pour aller sur Netflix. Donc il faut aussi un petit peu relativiser ça. Donc ils ne passent pas directement sur la plateforme, ils vont passer par Google pour aller se déplacer sur une autre plateforme. Et puis surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que ChatGPT, si on analyse, on va dire, les visites qui peuvent être faites, on voit bien qu'il y a un réel essor qui apparaît depuis maintenant 1 an sur l'utilisation de ce moteur de recherche et de cette fonctionnalité IA. Donc voilà, il y a une vraie tendance, il y a un vrai décollement, on va dire, d'usage. Néanmoins, gardez à l'esprit que quand même, dans 90% des recherches, c'est toujours Google qui a le monopole. Finalement, ce qu'on peut dire, nous, à Cybercité, c'est que finalement, plus les choses changent, en fait, plus les habitudes restent les mêmes, quoi qu'il arrive. Et là, je vais vous présenter un processus, on va dire, de marketing qui est assez simple à comprendre, mais qu'on peut appliquer un petit peu partout, qui est une logique pure. C'est-à-dire que quand on a une personne qui recherche une information, il y a deux chemins possibles, forcément. Le premier, elle sait parfaitement ce qu'elle cherche. Donc, elle sait facilement et parfaitement comment le trouver. L'objectif derrière, ça va être de la convaincre d'acheter notre produit plutôt qu'un autre, mais elle sait déjà quelle plateforme utiliser, elle sait comment la rechercher, elle connaît peut-être le nom, elle connaît peut-être les revendeurs. Donc nous, on a juste à travailler sur la conversion et l'incitation, on va dire, à la conversion. Le deuxième parcours, et qui est vraiment important pour les professionnels du search marketing, et c'est là où on va aller chercher de l'audience incrémentale, c'est le parcours complexe. Quand la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche, elle ne connaît pas la réponse, elle connaît la problématique, mais pas la réponse. Je donne un exemple perso. Moi, j'ai récemment recherché comment, on va dire, augmenter la durée de vie de ma terrasse en bois. Je ne sais pas ce qu'on va me proposer, je ne sais pas ce que je cherche, j'ai juste un objectif, c'est de pouvoir l'entretenir, parce qu'elle a 3 ans, 4 ans, elle est soumise, on va dire, aux conditions météorologiques de la Bretagne, donc elle peut s'abîmer rapidement. Moi, mon idée, c'est de savoir comment je pouvais l'entretenir, est-ce qu'il faut que je la ponce, est-ce qu'il faut que je mette un produit dessus particulier, est-ce qu'il faut que je la rénove en changeant quelques lattes, parce que voilà, s'il y en a certaines qui pourrissent ou pas, je ne sais pas, donc je recherche des conseils en fait. Donc je suis en attente d'une réponse, et pour nous, c'est là où en fait on va pouvoir toucher, on va dire plus facilement, les prochaines cibles, vos futurs clients. C'est-à-dire qu'on va être en haut de funnel, on va travailler des contenus qui vont orienter, on va dire, la recherche d'informations et qui vont apporter une solution. Si vraiment on ne trouve pas ce qu'on recherche, ce qui peut arriver aussi également, on va retourner, on va dire, dans ce parcours de recherche, on va rechercher des nouvelles façons. Moi, typiquement, pour mon problème de terrasse en bois, finalement, j'ai cherché sur Google et puis je suis rapidement arrivé sur YouTube.
Et c'est sur YouTube que j'ai trouvé des tutos sur comment rénover ma terrasse en bois, quel produit il fallait acheter, des comparatifs et ainsi de suite. Donc j'ai basculé, on va dire, sur une autre plateforme, ce qu'on nous on appelle potentiellement le meta search ou des plateformes verticales. Et ben c'est là où on va aller chercher en fait vos futurs clients. Il faut aussi les toucher directement ici. Et c'est quand on travaille, on va dire, ce processus de recherche et qu'on fait de la publicité, que ce soit du SEO, de l'ADS ou autre. Il faut avoir toujours cette idée-là en tête. C'est-à-dire que si demain on veut aller capitaliser, on va dire, sur de la nouvelle audience incrémentale, il faut absolument qu'on puisse répondre à toutes ces problématiques. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est effectivement de travailler le branding. C'est-à-dire l'importance, l'empreinte de marque, la notoriété, l'autorité que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, nous, ce qu'on rencontre, et on prend en fait connaissance, c'est que pour quelqu'un qui arrive dans le e-commerce, c'est très difficile d'avoir des nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'on a tellement une saturation, on va dire, d'acteurs qui sont déjà présents et autres, hormis si on est sur un marché de niche ou si on a nos propres produits. Aujourd'hui, c'est difficile, on va dire, dans les premiers mois, dans les premières années, d'aller chercher en SEO, je reviens là-dessus aussi, du trafic, de l'audience et tout de suite de la pérennité. Donc, on a un vrai processus dessus de création, composition, création d'une marque forte, qui est importante à prendre en compte dès le départ. Travailler son branding, c'est finalement là-dessus qu'il faut capitaliser parce que c'est la seule chose qui vous appartient vraiment et que vous allez pouvoir garder dans la durée. La visibilité, on peut la perdre. Votre puissance financière pour faire de l'ADS, vous pouvez la perdre à tout moment. Et il n'y a que le branding, en fait, finalement, cette force de marque qui va être importante aussi à travailler dès le début. Et donc, passer à côté de ça, finalement, c'est passer sur quelque chose qui est sûr. C'est votre trafic, on va dire, de garantie. Alors, nous, pour analyser ça, on a créé ce qu'on appelle une grille de questionnement Global Search. Quand on parle de Global Search, c'est d'aller chercher l'audience là où elle se trouve. Finalement, c'est de mélanger de l'inbound marketing et de l'outbound marketing, c'est-à-dire de faire venir des gens chez vous, mais aussi d'être potentiellement visible là où recherchent vos cibles. Donc l'idée, c'est de comprendre quels sont les besoins et les envies de vos cibles, de vos futurs clients. Pourquoi et dans quel cas mes cibles utiliseraient Google ou une autre plateforme pour arriver chez vous, ou peut-être que Google sera le premier passage et puis derrière, elles utiliseront d'autres plateformes ou d'autres meta-search, on va dire. À quel stade de processus de décision sont-elles ? À quel moment elles sont plus ou moins mûres pour avoir un acte d'achat, pour recevoir l'information que je souhaite leur donner. Quels sont les outils de recherche utilisés par mes cibles ? On a bien sûr Amazon sur toute la partie produit, on a Booking aussi pour toute la partie voyage, on peut avoir aussi Vinted, on peut avoir Se Loger pour la partie logement, TikTok dans les recherches, on va dire, chaudes, et Pinterest, LinkedIn, il y en a plein des plateformes finalement. Et vous verrez dans la suite de la conférence, je vais essayer de vous présenter 2-3 cas d'école qu'on a fait d'analyse qui nous permettent aussi soit d'avoir de l'inspiration, soit d'aller toucher des cibles un petit peu plus précisément là où elles se trouvent. Et bien sûr, derrière ça, l'idée c'est de définir une stratégie, que ce soit en paid ou en organique, que ce soit de manière directe, comme je vous l'ai présenté dans les LLM, ou de manière indirecte en étant présent dans les sources qui vont être repris par les moteurs de recherche ou par les LLM. Et bien sûr, quelles sont les réponses aussi que fournissent les outils ? Est-ce qu'on est plutôt sur du format vidéo ? Est-ce qu'on est sur plutôt du format textuel ? Est-ce qu'on est sur des formats longs, des formats courts ? Tout ça, en fait, c'est des questions qu'il faut se poser pour pouvoir proposer le meilleur contenu le plus adéquat. Que ce soit du texte, de l'image, du document, de la vidéo, voire même de l'audio. Ce que je disais tout à l'heure avec mon collègue Benjamin, quand vous créez un contenu aujourd'hui, il faut déjà penser à l'ensemble des déclinaisons qui vont pouvoir être utilisées, on va dire, sur les différentes plateformes où vos cibles sont présentes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer, on va dire, dans vos stratégies. Et bien sûr, l'offre de valeur, le service. Tout ça, en fait, doit être réfléchi, on va dire, avant d'attaquer, on va dire, une stratégie SEO et auquel cas aussi une stratégie Global Search. Finalement, on se rend compte qu'on revient un petit peu aux basiques du search marketing, c'est-à-dire comprendre ce que recherchent mes cibles, quelle offre je peux leur soumettre pour les toucher, les sensibiliser, les convaincre de venir chez moi. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple typique, classique d'analyse qu'on peut faire donc, sur le secteur de l'immobilier. Donc, on a un client qui s'appelle Orpi, qui travaille avec différentes succursales, on va dire différentes antennes. Et là, l'idée, c'était de se rendre compte que finalement, quand on analyse via SimilarWeb, ici, l'audience qui est captée, on va dire, par ces différentes plateformes qui existent, on se rend compte que Se Loger a une grosse part de visibilité et d'audience. Donc, toute notre stratégie à nous, c'est d'analyser, on va dire, ces sources, de les classer en fonction de typologie. Est-ce qu'on est plutôt sur une plateforme ? Est-ce qu'on est plutôt sur un réseau social ? Est-ce qu'on est sur un site de lead, par exemple, ou un site informationnel, un blog ? Et ça va nous permettre de faire ventiler, on va dire, ces informations-là. Et puis derrière, d'analyser finalement si moi, dans mon propre audience, je retrouve en fait ces acteurs.
et est-ce que je suis présent dessus, en fait? Est-ce que je retrouve la même part d'audience? Ce qui va être intéressant aussi également, c'est de regarder ce que les concurrents actionnent comme levier, par exemple du Criteo, du Taboola ou autre, pour s'assurer que nous également, on puisse actionner les bons leviers, ceux qui fonctionnent, parce que si nos concurrents les utilisent et s'ils sont présents dessus, nécessairement ça veut dire qu'il y a un intérêt de le faire, on n'investit pas de l'argent à perte. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir ces informations-là, de pouvoir voir une analyse et voir si effectivement on n'a pas loupé des opportunités, des choses qui paraissent tellement évidentes qu'on n'y pense pas. Dans la continuité, en fait, vous savez ce que c'est un bernacle? Non? Vous savez, c'est ce petit coquillage qui s'accroche à des baleines et qui vont traverser l'océan en fait de cette manière-là. C'est un peu l'idée. Quand on parle de bernacle SEO, c'est de profiter, on va dire, de la visibilité ou de l'audience d'un site pour essayer d'aller en grappiller un petit peu et de se l'approprier. Typiquement, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de SoLoger. Là, de la même manière, on a fait un test sur un panel de mots-clés, une centaine de mots-clés qui correspondaient, on va dire, à notre site, à notre, on va dire, agence immobilière et au quartier, à la localisation où elle était. Et à partir de là, on va analyser la visibilité sur ces mots-clés de SoLoger.com. Et on se rend compte qu'effectivement, sur SoLoger, là aussi, elle a un 20e, on va dire un 5e, 20% de visibilité dans la SERP de Google. Et on va appliquer, on va dire, cette analyse directement dans la page de résultats de SoLoger et voir si nous, quand on promeut nos annonces immobilières sur SoLoger, on grappille aussi cette visibilité-là. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de se rendre compte que donc pour notre agence qui s'appelle Châtillon Immobilier, on est à peu près positionné en 5e. C'est-à-dire qu'on est dans le top 5, on va dire, des acteurs les plus représentés sur le même panel de mots-clés que nous avons testé, on va dire, dans la SERP. Donc l'idée est là, c'est-à-dire si demain on se rend compte que SoLoger, même si c'est un concurrent d'Orpi, pas forcément le même niveau de concurrence, mais c'est un concurrent, on peut aller chercher de l'audience et on peut aller grappiller de l'audience derrière et de la visibilité. Alors bien sûr, il y a un investissement, il y a toujours un coût, mais c'est le même principe de se dire si demain mes produits, je n'arrive pas à les rendre visibles sur Google et que Amazon lui-même est visible, on va dire, sur ces top requêtes qui correspondent à mon produit, j'ai tout intérêt d'être sur Amazon pour essayer d'en vendre. Vous voyez un petit peu le principe? Ça, on va l'appliquer en fait à n'importe quelle thématique. L'idée, c'est vraiment d'analyser, on va dire, ceux qui possèdent le plus de visibilité et voir si on peut derrière conquérir un petit peu d'audience. La chose qui peut être intéressante aussi, c'est des fois se mettre un petit peu à la place de nos cibles. J'en parlais tout à l'heure, c'est un client qui s'appelle le Château de Chambord. Ils ont on va dire, une partie de leur site qui est dédiée, on va dire, aux Américains. Donc, ils ont une version américaine. Techniquement, en SEO, tout est propre, tout est bien fait. Mais ils ne s'étaient jamais posé la question de se dire comment on nous recherche un Américain. Donc nous, l'idée avec un VPN, c'est d'aller aux États-Unis, de se faire passer pour un Américain et de tester en fait quelles sont les réponses sur google.com, quels sont les sites qui ressortent chez eux, pour se dire effectivement, demain, si on veut amener, on va dire, des Américains qui recherchent à voyager en France à l'été 2025 ou à Noël 2025, comment ils vont nous trouver, comment ils vont nous chercher et comment nous, on va essayer d'apparaître. Là, on se rend compte, donc sur cette thématique un petit peu en vacances, qu'on a quand même beaucoup d'informations de type top 10, top 15 des lieux à visiter en France. Et donc là, l'idée, c'est de nouer des partenariats, parce qu'on peut le faire avec certains sites et certains magazines, pour essayer d'être cité dans le top 10, top 15 des destinations à aller voir en France. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'être présent, on va dire, dans Google, on l'a vu tout à l'heure avec l'overview, ou même parfois dans les LLM, pour être cité. Donc là, c'est vraiment une analyse, on va dire, directement sur place, là-bas, pour voir effectivement quelles sont les opportunités qu'on peut utiliser pour être visible. Parce que si je travaille mon SEO en France pour les États-Unis, forcément, je ne vais pas voir ça. Je ne vais pas rentrer dans ce parcours, on va dire, d'achat d'un vrai Américain. Vous comprenez un petit peu le principe? Donc quand on fait du SEO et qu'on vise, on va dire, des cibles à l'international, il faut se mettre à leur place, en fait. Quels sont les sites qui vont grappiller le plus de visibilité, qui ont le plus d'autorité, on va dire, sur leurs marchés locaux, pour essayer d'apparaître dedans. Et quand on analyse, on va dire aussi les résultats via l'overview de Google, là on se rend compte deux choses. C'est que effectivement les articles top 15 ou les itinéraires, par exemple, pour faire les demandes complexes, pour dire voilà quel est le meilleur séjour à faire en 15 jours en France pour trouver tel ou tel lieu ou telle activité, fonctionnent plutôt très bien. Et vraiment les sites qui ressortent,
il y a 3 types de sites. C'est ceux qui ont bien travaillé le EAT, donc ceux qui ont autorité, ceux qui sont fiables, ceux qui sont reconnus comme légitimes, on va dire, par Google dans les sources. Hein. L'idée ici, c'est d'apparaître vraiment dans ces sources qui sont citées par l'overview. C'est ceux qui nourrissent, on va dire, les contenus l'UGC. Vous voyez ce que c'est ? Les contenus qui sont générés par les utilisateurs, donc c'est souvent les contenus qu'on va retrouver sur Quora, sur Reddit ou des choses comme ça, des contenus de type forum. Et puis bien sûr, tous les contenus qui sont Your Money, Your Life, c'est-à-dire tous les contenus un petit peu informationnels, les questionnements qu'on peut avoir, comment je peux voyager en France avec un budget de 2000 € par exemple, tous ces contenus qui vont répondre à ce genre de problématiques qui ressortent de manière prioritaire sur cette thématique-là. Gardez à l'esprit que sur l'overview, aujourd'hui on a quand même on va dire 60% des réponses qui sont faites sur des requêtes informationnelles. C'est-à-dire qu'elle apparaît vraiment beaucoup dès qu'on est sur du site santé, dès qu'on est sur des thématiques finance, et on va dire même shopping, l'overview de Google se met de moins en moins. Mais comme aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y a une grande partie des requêtes qui sont faites sur Google, c'est toujours un bon à prendre en compte et d'analyser ça. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ça va ? Parfait. Il me reste combien de temps ? Hop là. Je sais pas. Combien ? 10 ? Oh, je suis large. Je vous parlais du GC. Effectivement, en France, depuis maintenant, si je dis pas de bêtises, 2 ans et demi, on a la version Reddit française. Donc c'est un forum, on va dire majoritairement américain, qui a une grosse croissance aux États-Unis, qui est très fort. Les LLM ont été beaucoup, on va dire, entraînés aussi sur ce contenu humain. Aujourd'hui, on voit vraiment une marge de progression très importante en France. C'est indispensable aujourd'hui, si demain vous êtes une marque ou autre, d'aller au moins auditer ce qui peut se dire sur vous, ou ce qui ne se dit pas, forcément, pour essayer aussi d'alimenter un petit peu cette reconnaissance qu'on peut avoir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire comme à l'ancienne, créer des faux comptes sur Reddit pour faire la promotion de vos sites, mais au moins aller vérifier qu'on parle bien de vous, et si on parle mal, de pouvoir répondre avec votre compte officiel. C'est toujours intéressant aussi d'aller analyser les tendances, quels sont les sujets de conversation. Vous verrez, on fait beaucoup d'analyses de ce type-là. On va essayer de voir un petit peu ce que recherchent les gens sur les différentes plateformes. Et Reddit, vraiment, c'est une source d'inspiration continue sur certaines thématiques. Exploiter les codes du social media. Pareil, Benjamin, on en a parlé tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher, on va dire, le fonctionnement. Imaginez un community manager. Vous connaissez le travail d'un community manager. C'est de faire un petit peu la même chose que lui. C'est-à-dire qu'un community manager, lui, son objectif, c'est de surfer sur l'actualité pour essayer de grappiller de la visibilité, de surfer sur le buzz qui peut exister. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette connaissance-là. Alors, quand je dis reprendre les codes d'un community manager, c'est d'être capable d'être agile pour pouvoir, on va dire, communiquer assez efficacement, rapidement, sur les différentes trends de recherche qui peuvent exister. Alors, bien sûr, on peut utiliser Google Trends, mais on peut utiliser pas mal de sources d'inspiration. Je sais que Wikipédia met à disposition, on va dire, ses top requêtes. Certains anticipent même sur certains sujets, par exemple sur les programmes TV. C'est-à-dire qu'ils vont analyser les programmes TV qui vont être diffusés dans 1 mois, dans 2 mois, pour voir quels sont les sujets qui peuvent être en rapport avec leur contenu. Et à partir de là, ils savent programmer déjà directement des contenus parce que peut-être que dans 1 mois et demi, il y aura une émission sur Capital sur les vacances en Thaïlande, par exemple. Et comme ils vendent des voyages ou des séjours en Thaïlande, ils profitent de ça. Parce qu'ils savent que dans 15 jours, il y a ainsi de suite. Pareil, on parlait des assurances. On des mutuelles pour chiens, s'inspirer aussi de ce qui peut se passer sur les faits divers. Un chien est sorti de son jardin, a été mordre un enfant, il n'avait pas d'assurance, il y a eu un problème. On peut potentiellement aussi utiliser, on va dire, ce type d'actu brûlante pour apparaître visuellement. Google utilise ça aussi, lui, dans ses réponses. Vous avez bien vu, quand vous tapez des requêtes, vous avez souvent des sources d'actualité, vous avez souvent du discover, il y a plein de choses qui peuvent apparaître, qui peuvent drainer de l'audience chez vous. Donc, traiter l'actualité brûlante, c'est important. Et de même titre que je reviens au point de départ, le même job que fait un community manager, finalement, sur les réseaux sociaux. Et nous, on peut appliquer ça aussi en SEO pour avoir des stratégies, on va dire, d'audience et d'acquisition d'audience. J'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est des routines qui peuvent être compliquées quand on est tout seul, mais c'est des choses qu'on peut aussi automatiser. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher ces flux d'informations et les traiter, notamment via un Looker Studio, via des flux RSS, via BigQuery, pour après, derrière, avec l'IA, peut-être aussi générer des résumés, des synthèses et d'avoir des alertes qu'ils peuvent avoir derrière. Ça, c'est super intéressant, c'est ce qu'on met en place, nous, pour certains clients actuellement. Et ça fonctionne plutôt bien.
Là, je vous ai pris un exemple, en fait, c'était assez intéressant sur parfois ces tendances qu'on aperçoit, qu'on détecte, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres outils. Finalement, ça peut nourrir, on va dire, ce qu'on appelle des marronniers. C'est-à-dire que là, on se rend compte, par exemple, j'ai pris l'exemple de Voici et de Vogue sur les tendances jeans en 2025, pour l'hiver 2025. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a deux sites, donc Voici et Vogue. Les deux ont essayé de se positionner, on va dire, dessus. Celui qui a été le plus intelligent, je dirais le plus intelligent ou le plus rapide, c'est Vogue, qui lui a anticipé, on va dire, la tendance, a produit son contenu et l'a mis en ligne en août 2024, a bénéficié de la tendance de recherche forte de ce contenu, là où Voici, en fait, a commencé à le mettre simplement au mois de septembre et est arrivé quasiment qu'à la fin. Vous comprenez? Donc, Vogue, en fait, a anticipé le pic de recherche. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. En étant capable d'anticiper à 1 mois ou 2 mois, on a son contenu qui est prêt. Et quand l'actualité, on va dire, là ici, potentiellement, la saison automne-hiver arrive, on va capitaliser sur notre avance pour aller prendre une part de trafic forte. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, les courbes, en fait, représentent, si vous voulez, l'audience qui a été mise en place. Et effectivement, avant, comme ils n'avaient pas le contenu, ils risquaient pas d'avoir d'audience. Et au moment où ils ont mis en place leur contenu et que celui-ci a été visible, ça a permis de construire, on va dire, une routine froide. Et ça, c'est des choses qui vont pouvoir répéter les tendances jeans 2025-2026, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour l'été, pour le printemps, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc on peut s'inspirer de ces tendances de recherche pour derrière mettre des workflows pour anticiper les besoins et parfois même gagner du temps. L'autre cas que je peux vous présenter, donc c'est pour un de nos clients qui s'appelle Ligier. Là, l'idée, en fait, c'était d'analyser un petit peu, trouver des inspirations de contenu, tout simplement parce que Ligier, en fait, dans leur objectif, c'est de vendre plus de voitures, on va dire, sans permis. Alors, quand on pense à voitures sans permis, on pense à tous les gens qui ont perdu leur permis, forcément, mais aussi tous les jeunes. Tous les jeunes qui vont inciter leurs parents à leur acheter ou leur louer une voiture. En allant sur TikTok, en fait, et en analysant un petit peu les réponses qui sont apparues, on a trouvé plein d'argumentaires, en fait, parce que c'est le réseau social des jeunes. On a trouvé plein de façons de promouvoir la voiture électrique ou la voiture sans permis. Et surtout, on a trouvé plein d'arguments qu'on a pu transmettre à notre client sur le fait que, effectivement, acheter une voiture, la revendre après au bout de 2 ans parce que la personne aura 18 ans et passera son permis. Tous ces petits arguments qui permettent d'inciter les parents à investir dans une voiture pour leur enfant. Donc c'était assez intéressant. Et surtout, ce qui nous a permis aussi d'analyser, donc on a pris le top 100 des vidéos qui ressortaient, on va dire, sur ces voitures sans permis. On s'est aperçu que Exam, l'un de nos principaux concurrents, était très fortement visible, donc sa marque très puissante au sein de TikTok, mais on s'est aperçu qu'on avait un concessionnaire qui s'appelle Sans Permis Loisel, qui n'est pas forcément strictement revendeur Ligier, il revend plusieurs marques, que lui communiquait, on va dire, pour Ligier en disant 3 bonnes raisons de rouler en Ligier. Le client n'était pas informé, en fait, ne le savait même pas. Et donc ça nous permet, nous, de déjà détecter la perception de la marque au sein de ces réseaux sociaux, mais surtout d'avoir déniché des ambassadeurs potentiels, et on peut les orienter, on peut leur donner des codes, des kits de communication pour qu'eux puissent aussi mettre en avant. C'est déjà des gens qui le font. Donc comme ils le font déjà, on peut les aider, on peut les aiguiller, on peut les booster, on va dire, pour qu'ils communiquent plus pour notre marque. Et c'est comme ça aussi qu'on va créer du branding sur TikTok. Vous voyez, donc d'une petite analyse succincte pour chercher des idées, finalement on s'est aperçu qu'on pouvait avoir aussi des ambassadeurs et que le client n'était pas forcément au courant. 3 minutes, ok. Autre point intéressant, cette fois, sur TikTok, pareil, on a un client qui s'appelle Demeco. Et on a un client qui s'appelle les Gentlemen du déménagement aussi également. Et là, l'idée, c'était d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur TikTok sur la thématique déménagement. Donc, quand on tapait déménagement en fait dans TikTok, on s'est aperçu qu'on avait une personne qui expliquait qu'elle avait déménagé 5 fois en 6 ans. Et donc, elle pouvait donner beaucoup de conseils, on va dire, pour tous les gens qui déménagent, parce qu'elle-même, elle a l'expérience en fait de ces déménagements. Du coup, on s'est dit, mais cette personne-là qui a déménagé 5 fois en 6 ans, potentiellement, c'est un problème pour elle, c'est une problématique de déménager. Même si elle s'en accommode et qu'elle a des bonnes pratiques, voilà, c'est un problème. Et pourquoi pas imaginer une carte de fidélité pour ces gens qui déménagent de manière régulière. Ça peut être peut-être des fonctionnaires, ça peut être des gendarmes, des militaires, des choses comme ça. Et donc, du coup, on a tapé dans Google carte de fidélité déménagement. Et là, on s'est aperçu que les déménageurs n'y étaient pas. Demeco, les Gentlemen, aucun. Personne n'y était, sauf un, Leroy Merlin. Donc ça nous a intéressés, donc on s'est dit, tiens, c'est marrant, on va aller voir. Et en fait, on s'est aperçu que Leroy Merlin avait une visibilité, par exemple, sur Carton déménagement, sur Diable pour déménager,
et qu'à un moment, pour X ou Y raison, il y avait un boost sur l'ensemble de la thématique, parce que Leroy Merlin vend des produits, mais travaille aussi son contenu, de type informationnel, de type blog. Et ce boost, en fait, est apparu à partir du moment où Leroy Merlin a mis en ligne une offre. Si vous déménagez souvent ou si vous déménagez et que vous pouvez prouver que vous avez déménagé un changement d'adresse, obtenez 10% sur l'ensemble des offres produits et autres pour déménager. Et à partir du moment où, d'un point de vue marketing, il a mis en place une action, on va dire, commerciale sur ses contenus, sur ses pages, il a développé une offre et qui a été promue, on va dire, sur l'ensemble de son site, et cette offre-là, comme par miracle, a permis de booster l'ensemble de la thématique déménagement de Leroy Merlin. Et c'est comme ça qu'il est apparu sur une forte propension, on va dire, de mots-clés et de termes de recherche. Donc c'est intéressant de voir aussi que derrière, en proposant une offre qui vient formaliser, on va dire, potentiellement un besoin, on va pouvoir booster aussi derrière toute la visibilité sur nos contenus un peu plus informationnels. Alors, j'ai bientôt terminé. Une de mes slides finales, l'idée c'est de se dire, voilà, demain quand vous allez travailler cette stratégie SEO, donc les basiques du SEO on les connaît, on ne va pas revenir dessus, la technique, l'autorité, les contenus, le netlinking, il faut aussi penser derrière à tout ce qui peut être meta-search. Meta-search, c'est effectivement tous ces moteurs verticaux, on en a vu tout à l'heure sur certaines thématiques, on a Se Loger, par exemple sur la thématique immobilier. On peut avoir aussi tous les carrefours d'audience qui existent. Et l'idée derrière, c'est d'aller analyser notre presence management, c'est-à-dire notre visibilité au sein même de ces plateformes, en faisant du scrapping et en faisant des tests de ranking. De la même manière qu'on le ferait sur la SERP de Google, là on va faire sur la SERP des résultats de ces plateformes. À partir de là, ça nous donne des inputs, ça nous permet de donner des conseils stratégiques à nos clients, ça leur permet d'aiguiller, on va dire, de donner des nouvelles stratégies. Et l'objectif derrière, effectivement, c'est de travailler, comme je vous l'ai dit, des leviers d'acquisition, la fidélisation, la conversion et surtout de rendre votre marque plus forte. On peut faire la même chose dans le social search, donc toutes les plateformes médias, que ce soit pour TikTok, Pinterest, YouTube, Instagram et compagnie, pour détecter des tendances, travailler ce qu'on appelle nous des workflows, comme on l'a vu tout à l'heure avec les jeans pour la saison automne-hiver 2025, travailler sa visibilité de marque, est-ce que vous êtes présent, est-ce que vous n'êtes pas présent, et bien sûr avoir cette inspiration un petit peu créative qui va nous permettre de développer des contenus experts. Analyser les sources, on va dire des LLM, garder à l'esprit aussi que les LLM en fait se nourrissent, on va dire, des moteurs de recherche. Ils sont obligés de prendre en compte, on va dire, les données, les informations qui sont mises à disposition dans Bing et dans Google. C'est pour ça que tout à l'heure, dès le début, je vous ai présenté que finalement, les GMB qu'on voyait sur la thématique enduit et lissé, c'était finalement ceux qui étaient aussi visibles, on va dire, dans Google, Leroy Merlin, Castorama et autres, tout simplement parce que voilà, ils sont reconnus comme des autorités, ils sont fiables, ils sont puissants. Forcément, à un moment ou un autre, ils vont être visibles dans les sources des LLM. Donc tout notre objectif à nous, c'est de vous faire devenir aussi ces sources d'autorité. L'idée derrière, c'est d'aller voir qui domine par secteur et voir effectivement si on ne peut pas aussi grappiller parfois un petit peu d'audience en étant visible au sein même de ces sources. Bien sûr, il y a toute la partie marketplace et l'optimisation de flux. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir faire sur l'ASO, tout ce qui est optimisation, on va dire, des applications. Et puis derrière, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette analyse data. C'est de savoir si l'argent ou les moyens qu'on alloue à tel ou tel levier ou à telle ou telle stratégie, derrière, ça fonctionne bien. Donc, à pouvoir suivre via les données CRM et via les données business que ce qu'on met en place fonctionne et porte ses fruits. Voilà. Donc nous, notre objectif à nous, c'est de vous accompagner bien sûr dans le conseil stratégique sur la force de la marque, comment on travaille une marque, comment on la rend visible et de plus en plus présente au sein de toutes ces leviers, plateformes de meta-search, et bien sûr d'avoir une stratégie maintenant qui est multi-levier, et ça vous le savez déjà, on est obligé de mélanger l'ADS, l'organique, la visibilité sur les réseaux sociaux, pour vraiment être sûr de toucher à 100% l'ensemble de nos cibles et avoir une marque forte. Voilà. Je voudrais juste terminer sur une dernière information. Bien souvent, on a l'impression que avoir de l'innovation, c'est très compliqué. Mais l'objectif, effectivement, on peut être innovant, mais bien souvent, en fait, vous avez des choses que vous faites déjà, vous le faites bien. L'idée, là, c'est d'aller un petit peu plus loin, de le faire mieux. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir aussi se réinventer parfois et de conquérir, on va dire, de nouvelles sources d'audience et de profit. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair. Je vous embête pas plus.